Donc l'objectif évidemment c'est de parler d'un sujet fondamental pour nous, c'est l'organisation des soins et comment se sont créées l'organisation des soins avec une volonté du gouvernement de créer des CPTS. Donc on a la chance de recevoir évidemment David Guillet, qui est le président de la fédération des CPTS. Il nous dira un petit peu son histoire et comment c'est venu et comment ça a été créé, et ainsi qu'avec les témoins, donc plusieurs biologistes qui aujourd'hui sont impliqués dans les CPTS, même si des fois dans les ACI, en particulier les tableaux que projette la CNAM, on ne voit pas souvent le mot biologiste dedans, alors que normalement on est présent. Je pense qu'on n'est pas parfaitement identifié, en tout cas dans les organigrammes et dans les statistiques, mais la plupart des biologistes s'intéressent quand même au CPTS. Et David, en premier, je te donne la parole. Merci, merci François. En fait, merci à vous pour l'invitation. L'objectif en fait de ces tables rondes, c'est aussi d'ouvrir les CPTS aux biologistes et de comprendre pourquoi, où il y a entre guillemets pour l'instant un moindre engouement, ou comment nous finalement qui sommes aujourd'hui moteurs dans les CPTS, que ce soit la fédération ou les professionnels ici présents ou différentes professions, on doit aller vers les biologistes pour tout ce qui nous attend, notamment le sujet des soins non programmés, j'y reviendrai tout à l'heure. L'objectif en fait de la fédération, c'est très raccourci de le dire, mais c'était de fédérer, c'est-à-dire comment à une échelle nationale on pouvait se faire finalement le creuset de l'ensemble des projets partout en France. Alors la fédération c'est quoi? C'était une histoire qui a démarré en 2013-2014 avec quelques personnes intéressées sur le sujet, l'appui de quelques syndicats au tout départ également, qui ont posé sur la table de Marisol Touraine suite à un rapport des usagers Bernadette de Victor sur le fait qu'il manquait une échelle pour l'hôpital et que l'hôpital comprenne bien qu'entre ce qu'est l'hôpital et ce qu'est la maison de santé, il y avait ce sujet de parcours patient un peu difficile et difficilement identifiable, parce que comme les MSP sont rapprochés à des patientèles, médecins, tous les patients qui ne faisaient pas partie intégrante des MSP étaient finalement dans cette jungle qu'est l'activité libérale de ville. L'objectif en fait de la fédération et des quelques membres fondateurs a été de dire qu'il faut pousser ce modèle d'échelle territoriale, et en même temps qu'on était en train de créer la fédération, on a poussé le modèle au travers des différents cabinets quels qu'ils soient, et l'objectif pour nous c'était de faire comprendre que cette échelle territoriale serait à la fois confortable sur la structuration, l'organisation et la coordination de l'ensemble des acteurs, puisque au travers de nos formations, les activités libérales sont très souvent en silo, pour pas dire tout le temps, et c'était assez nouveau pour tout un chacun de finalement regarder quel était le périmètre d'action du ou des professionnels qui l'entouraient dans nos exercices quotidiens, et de savoir comment, en termes d'articulation et de fluidité, on pouvait répondre au mieux aux patients. Quand j'ai dit ça, on passe à l'étape d'après, création de la fédération en 2017, appui au départ de quelques personnes, quelques individus, on était à peu près une cinquantaine à lancer cette fédération, puis très rapidement 80, et a été signé en 2019 le premier ACI, accord conventionnel interprofessionnel, porté par un médecin en aura, en la personne de Pascal Dureau, c'était près de Lyon, à Vénissieux, et ça a lancé finalement ce phénomène qui n'est pas un épiphénomène. C'est la première fois qu'on donnait aux libéraux, entre guillemets, les clés de l'organisation en santé de ville, en se disant on vous laisse 3 à 4 ans pour structurer le modèle de ville et arriver à trouver une coordination. Je ne sais pas si c'était un pari risqué pour eux, en tout cas il est réussi pour nous. L'ensemble des professions sont concernées, on le voit à différents niveaux. Bien sûr, il y a médecins, infirmiers, pharmaciens en premier lieu, puis viennent les kinés, les sages-femmes et autres professionnels de santé. Et quid au jour d'aujourd'hui du sujet qui nous intéresse sur les biologistes. Les biologistes, pour moi, c'était peut-être l'étape qui doit venir maintenant. C'est pas qu'il n'y avait pas d'utilité au départ, mais il fallait comprendre à l'ensemble des professionnels, quels qu'ils soient, que l'exercice libéral n'était pas à confondre avec liberté, et que quand bien même on a cette liberté d'exercice, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi quand il s'agit finalement de prendre en charge un patient. On le voit au travers de la biologie. Moi, je suis infirmier de formation. 3 jours par semaine, j'exerce encore mon métier.
entre la phase préanalytique, mon rôle dans l'identito-vigilance, dans tout ce qu'on en sait, dans tout ce qu'est le parcours patient, notamment sur finalement le fait que je sois le plus vertueux possible à transmettre des informations précises, que le biologiste les ait dans un temps donné, à partie, avec toutes les contraintes qui sont les vôtres. Ça, c'est très raccourci, mais quid de l'après? Pour moi, la biologie est extrêmement importante dans son positionnement pour tout ce qui va venir maintenant, c'est-à-dire la gestion des soins non programmés. On le voit au travers des futures politiques de santé, on parle beaucoup du One Health en ce moment, c'est-à-dire une seule santé, c'est tout ce qui est analyse biologique, environnementale et tout ce qu'on sait aujourd'hui. Le positionnement sur la biologie délocalisée, si vous ne vous en saisissez pas, ça va être préempté par les structures hospitalières avec la labellisation des hôpitaux de proximité. Et on le voit, votre maillage territorial est très fort. Et dans ma région, moi j'ai 210 zones finalement où il peut y avoir de la biologie. Donc c'est absolument colossal sur une région comme les Pays de la Loire. Donc vous avez un maillage qui existe, qui est très fort, qui est très puissant. Mais il y a c'est peut-être dernière étape à franchir de se dire on va aller vers ce modèle qu'on connaît peu, qui peut faire peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va me prendre du temps. On est tous un petit peu la tête dans le guidon, mais je pense que dans les 1 ou 2 ans qui arrivent là maintenant, si les biologistes s'en saisissent pas, il risque d'y avoir, à la fois au travers des méga structures financières et ce qu'on appelle tout ce qui est portage, entre guillemets, financiarisation, gros groupes financiers, on le voit, les banques et tout ça, il risque d'arriver avec des modèles qui parachutent finalement dans les CPTS, notamment la biologie, mais pas que. Et je pense qu'ensemble, on est plus tous forts. Dans chacune des régions, il y a des URPS de biologie. Il faut se rapprocher finalement de la dynamique collective qui existe au travers des autres URPS parfois qui portent ce sujet-là. Et on en est aujourd'hui à peu près 800 projets à différents stades d'avancement, 500 ACI signés, une couverture populationnelle proche des 75%. Alors oui, il y a des zones blanches et c'est pas très grave, il faut aller voir ce qui s'y passe, quel est l'historique, comment ça a fonctionné ou pas précédemment. On va le voir au travers des différents témoignages. En fait, il y a parfois, c'est plus fluide que d'autres, ça dépend aussi des institutionnels, savoir s'ils jouent le jeu ou pas. C'est-à-dire l'institutionnel, et c'est nouveau pour lui également, l'institutionnel doit être facilitateur. Il doit donner un cadre, mais il doit être facilitateur et laisser les professionnels de santé s'organiser, se structurer, proposer. Un projet de santé, rappelons-le, c'est la CPTS en fait porte un projet de santé, et il ne faut pas que ce soit un copier-coller de tous les territoires différents, puisque c'est ce qui fait la richesse de la CPTS sous sa forme associative, que les problématiques des quartiers nord de Marseille ne sont pas ceux de Tours ou du sud Mayenne, là où j'exerce. Voilà ce que je voulais dire sur le paysage global. Il faut savoir que la dynamique ne faiblit pas. Post-crise sanitaire, on a vu tout l'intérêt, et vous les premiers, de votre positionnement finalement dans l'organisation des soins. Et Dieu sait que comment on aurait fait sans les biologistes. Et moi, en tant qu'infirmier, par exemple, pour revenir juste à ce sujet pratico-pratique, eh bien, je me dis ce qu'on a pu mettre en place dans la crise sanitaire et cette mutualisation finalement des ressources entre la biologie, l'urgence et là ce sujet crise sanitaire et les infirmiers libéraux qui peuvent exercer au sein des labos, ben, c'est peut-être quelque chose qui est à réfléchir parce que pour moi, il y a aussi une clé pour vous en termes de ressources humaines, c'est la mutualisation avec l'échelle CPTS de parfois des ressources telles que infirmiers, telles que je ne sais pas que sais-je, parfois le secrétariat tout simplement. Et c'est en ça que vous devez y aller, parfois peut-être juste pour des sujets qui peuvent paraître pragmatiques, mais en tout état de cause, politiquement, vous avez à vous positionner. Merci beaucoup David pour cette présentation. Frédéric, Marie-Agnès, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous exprimer un peu pourquoi finalement comment vous avez eu l'info, pourquoi vous êtes intéressé au CPTS, qui est-ce qui est venu vers vous, ou c'est vous qui avez fait une démarche, et comment vous l'avez organisé, Frédéric? Alors moi du coup je vais répondre parce que je suis peut-être la plus récente aux jeunes intégrés au niveau des CPTS. Eh bien, c'est tout à fait l'organisation à la fin de la crise sanitaire, où on travaillait en commun, et puis la crise sanitaire s'est passée, et en fait, des projets sont mis en place, et là on s'est aperçu, moi j'ai eu la déception, on va dire au départ, m'apercevoir que les projets se mettaient en place sans nous. On nous avait trouvés, on était venus nous chercher, on travaillait tous main dans la main, pour le service rendu aux patients au moment de la crise sanitaire, et là, les projets se mettaient en place sur des projets qu'on fait concrètement avec les infirmiers, avec les médecins prescripteurs, avec les patients. Quand on a des résultats d'AVK, on en a parlé depuis ces 2 jours, les résultats d'AVK communiqués à 6h un vendredi ou même à 6h en semaine, on est souvent démunis. Donc c'est parti de ça, c'est les infirmiers effectivement qui sont venus me chercher en me disant il y a des projets qui se montent,
On est main dans la main au quotidien pour le pré-ANA, pour l'information, les résultats de la transmission, et vous n'en faites pas partie. Et c'est vrai que moi, sur la CPTS qui se crée dans mon territoire de santé, c'est une jeune CPTS, et il n'est pas facile, effectivement, de faire intégrer la biologie dans ce cursus-là. C'est dommage. Voilà, on y va, on manque d'interlocuteurs, en fait, pour savoir vers qui se diriger. Donc j'ai bien entendu, on en reparlera, mais effectivement, il faut savoir comment arriver à maintenir cette dynamique pour justement éviter, on est dans une zone comme toutes les zones où les médecins généralistes sont débordés, les infirmiers aussi, nous on est là, mais on est démunis. Donc voilà, l'idée c'est d'éviter que finalement on se retrouve avec un résultat dont on ne sache rien faire. Et il faut s'armer de patience et faire en sorte que les prescripteurs, les usagers n'oublient pas que nous sommes là. Voilà. Donc c'est vraiment tout neuf, tout frais, mais avec une envie effectivement de continuer ce qui avait été mis en place et qu'on avait très bien mis en place. Marie-Agnès ? Alors moi c'est complètement différent parce qu'en fait, moi je me suis directement, on discutait, on était des amis, et en fait on travaille en maillage déjà de base. Et on a eu l'idée de se mettre ensemble et de monter un projet. Et en 2018-2019, on a fait avancer notre réflexion. En 2019, on a fait une réunion à laquelle on a convié les médecins, kinés, les professionnels de santé de notre territoire. En fait, sachant que nous avons pris le territoire du Sami, qui regroupe 5 communes, et nous avons appelé tous les personnes qui travaillaient sur cette zone-là à venir, et nous avons lancé un pré-projet. Nous avons rédigé une lettre d'intention que nous avons envoyée en novembre 2019, juste avant la crise sanitaire. Puis évidemment, la crise sanitaire nous est tombée dessus, ça nous a bien aidé, parce qu'en fait, on avait déjà tissé tous nos contacts, et ce qui fait qu'on a été hyper réactifs au niveau de la mise en place par l'ARS de tout ce qui était action de dépistage, montage de centres de vaccination. Donc on a été assez en avance par là, et on a été très soutenus, accompagnés par la CPAM et l'ARS. Moi je les remercie beaucoup. Donc après on a été également aidé par les villes. On a monté des actions de dépistage chez les précaires. Donc on a fait une action avec la CPAM avec le numéro fictif pour que les gens qui étaient calés au Resto du Cœur puissent se faire dépister. Et de fil en aiguille, comme ça on a monté notre projet, on a lancé nos actions avant de poser notre projet de santé. Ce qui fait que nous avons construit ça au fil du temps. Et nous avons déposé le projet de santé au mois de mai, le 11 mai de cette année, et signé les ACI le 21 juin. Et nous étions la 9e CPTS du Val-de-Marne à signer. Ce qui fait, le directeur de l'ARS avec humour a dit vous avez signé le jour de la fête de la musique, la 9e symphonie de Beethoven. Voilà. Richard, toi tu avais une expérience plus ancienne, puisque finalement l'Occitanie vous aviez pris un peu d'avance. Donc, exprimer peut-être un peu ce qui a été l'historique, et puis comment tu es arrivé là, en fait dans cette alors l'historique, moi j'y suis arrivé, on va dire, de façon un peu institutionnelle, puisque tu as eu la gentillesse de me désigner comme un URPS de biologiste d'Occitanie. J'étais président de l'URPS d'Occitanie, depuis d'abord de Midi-Pyrénées, puis ensuite quand il y a eu une fusion Occitanie. Et donc, d'emblée, pratiquement dès le démarrage de l'histoire des CPTS, j'ai dû y intéresser. Je dois dire que je ne me suis pas intéressé de façon très très spontanée. C'était vraiment parce que, en tant qu'institutionnel, j'ai dû y aller. Cet outil administratif, un petit peu, moi en tant que libéral, j'étais un petit peu méfiant. Qu'est-ce que nous veut la Caisse? Qu'est-ce que nous veut l'ARS? Est-ce qu'ils veulent, entre guillemets, est-ce que c'est un outil de pilotage à lui-même? Donc je dois avouer que pendant 2 ans à peu près, j'étais plutôt réticent. Et puis j'ai dû me mettre en tant qu'institutionnel, j'étais dans un tas de réunions, j'ai dû m'y mettre, comprendre déjà. Et là, évidemment, j'ai perçu l'intérêt. Voilà. Alors après, j'ai perçu l'intérêt, avec d'autres présidents du RPS, puisqu'on avait on avait une petite fédération inter-RPS Occitanie, donc on a décidé de s'emparer du sujet. Et là,
J'ai sorti la casquette, je me suis dit, bon, toi qui as, je n'ai pas que ça à faire, mais bon, c'est le boulot, tu as mis 3 ans pour comprendre comment fonctionnent les CPTS. J'imagine qu'un professionnel qui est sur le terrain, lui, ça va être très très compliqué pour lui. Et donc, on a décidé, tous les présidents de toutes les URPS d'Occitanie, on a proposé à la caisse et au directeur d'ARS, au directeur d'ARS de l'époque, on a décidé de mettre nos forces en commun pour aider à la création des CPTS, puisqu'à cette époque-là, il y avait très très peu de CPTS. Et en partant du principe que nos confrères auraient la même réaction que nous avions eue, c'est-à-dire que si c'est l'ARS et la CPAM qui leur proposent ça, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc l'idée, c'est on va faire l'interface entre eux. Et donc on a créé le guichet unique CPTS pour éviter que nos confrères s'adressent l'un à l'URPS des biologistes, l'autre à l'URPS des médecins, l'autre à l'URPS des kinés, ou s'adresse à l'ARS, ou s'adresse à la CPAM, ou s'adresse à tout un tas d'officines qui commençaient aussi à financer des conseils, etc. Et avec surtout le risque, non pas que chacun soit compétent, mais avec surtout le risque d'entendre 36 discours et de ne pas pouvoir, je dirais, avoir quelque chose d'unifié. Donc c'est pour ça qu'on appelait ça le guichet unique. Et l'URPS des biologistes a été moteur, puisque c'est nous qui abritions le numéro téléphonique, le numéro vert, vers qui convergeaient toutes les... Et avec les médecins et nous, toutes les URPS, on a financé 2 chargés de mission qui ont eu d'abord pour rôle de négocier avec l'Agence régionale de santé et avec la CNAM ce que devait contenir un dossier de CPTS, de l'aide d'intention, etc., les financements qui allaient avec, etc. Et on a réussi à convaincre, ce qui n'a pas été facile, mais bon, ça s'est fait, on a réussi à les convaincre que ce guichet soit l'interface entre les professionnels et eux, c'est-à-dire qu'ils ne déposent pas en Occitanie leur dossier de l'aide d'intention ou leur projet de santé, ils ne le déposent pas directement à l'ARS, ils le déposent au guichet qui en fait une analyse, évidemment analyse qui est faite, où c'est mis d'accord avec l'administration pour savoir exactement les prérequis qu'il y avait. On fait l'analyse et quand l'analyse est faite, s'il y a des problèmes, c'est nos chargés de mission qui se retournent vers les professionnels et qui règlent les problématiques. Et une fois que le dossier est validé et conforme, c'est le guichet qui le passe à l'ARS, qui le valide et qui ensuite le fait passer les circuits normaux, etc. Donc ça a permis. En même temps, sur le guichet, on a fait un site internet, et d'ailleurs je vous invite pour ceux qui à y aller largement, où il y a vraiment, nos chargés de mission ont été extraordinaires, il y a, je dirais, tout est prémâché, les dossiers, les prérequis, les informations, il y a même des outils de communication pour faire des réunions avec les autres professionnels de santé, enfin, je ne sais plus combien de milliers de consultations il y a eu sur ce dossier. Je pense que la France entière est venue, même le ministère, même Cazeneuve est venu et appliquer des idées sur ce dossier, parce qu'on a vraiment de très très bons chargés de mission. Voilà, et donc ça a permis l'émergence, je crois qu'on couvre plus de 80% du territoire. Il y a des CPTS, donc on va dire quasiment partout. Maintenant, il ne faut pas crier victoire, parce qu'on passe à une seconde vie de la CPTS, c'est-à-dire qu'après la création, après la lettre d'intention, après le projet de santé, après l'ACI, il y a, on reçoit de l'argent, quelquefois beaucoup d'argent, pour souvent des professionnels de santé libéraux qui ne sont pas organisés pour ça. Et je dirais c'est là où les biologistes peuvent amener véritablement leur expertise
parce que les biologistes, comme les pharmaciens d'ailleurs, souvent par rapport à d'autres professionnels libéraux qui ont un exercice beaucoup plus individuel, à commencer par les médecins bien évidemment, les biologistes sont habitués à travailler en société. Le labo, c'est une petite usine, on a des salariés, un biologiste emploie en moyenne 10 salariés, on sait gérer une comptabilité, on sait gérer, on sait embaucher du personnel. Vous n'imaginez pas la terreur que nos médecins ont pour embaucher des gens parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. On sait gérer les masses salariales, voilà, parce que une des premières erreurs de certains de nos confrères, médecins, etc., c'est de surcoter, surpayer des coordinateurs, des choses, voilà. Donc il y a tout un tas de trucs pour lesquels on a véritablement une expertise, une expérience, et nos confrères sont en général très contents d'en bénéficier. Et je ne parle pas non plus de l'informatique, du numérique, etc. Et je terminerai en disant que, en revanche, et il ne faut pas oublier, le biologiste est une profession prescrite. Et le biologiste travaille avec tout le monde, avec tous les médecins, avec tous les infirmiers, avec tous les pharmaciens, etc. Et il ne faut pas cacher, en tous les cas moi je ne cache pas, que la CPTS n'est pas non plus une entreprise de bisounours, et que sur le terrain, on sait tous qu'il y a, il y a quelquefois, voilà. Et ça il faut le faire vivre, voilà. Et le biologiste a là aussi un rôle de modérateur, de par son expérience, de manier les équipes et les hommes. Donc il y a de la place pour le biologiste dans les CPTS, mais souvent pas forcément à leur tête. En back-office, en pédalant avec tous ses confrères pour aider à la réussite du projet. David, c'est à toi parce que en fait, on s'aperçoit qu'il y a eu des projets qui sont construits dans l'histoire au fur et à mesure du temps, qu'il y a des projets qui ont évolué différemment, qu'aujourd'hui il y a encore des nouveaux qui arrivent. Et donc, ton rôle finalement au niveau de la fédération, c'est d'arriver à homogénéiser tout ça, avec peut-être une étape importante, c'est qu'on a rentré au début une partie des professionnels, et qu'aujourd'hui, le projet de la fédération, c'est d'embarquer tous les professionnels avec un maillage à 100% du territoire. C'est ça l'objectif qu'on t'a donné. Et donc, aujourd'hui, comment tu places les perspectives, parce que c'est énormément de travail, et donc je pense que, pour m'en être aperçu un petit peu, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc quels sont vos moyens aujourd'hui? Quels sont les éléments que vous allez pouvoir donner pour arriver à cet objectif? L'objectif de la fédération, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de structurer, de fédérer, alors sous 3 axes. Un, communiquer, parce qu'on ne sait pas le faire dans nos métiers. On fait tête baissée des choses sans forcément les tracer, vous moins que nous. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des professionnels, et vous avez raison de le souligner, parce que la biologie a cette avance de phase sur le qualitatif, le rendu de résultats, la structuration, la gestion d'entreprise. La manière dont vous fonctionnez depuis tout temps, et encore maintenant avec toutes les normes qui arrivent, c'est quelque chose pour vous qui vous parle. Moi, en tant qu'infirmier, ou je ne sais pas, un médecin général ou autre, les aspects de traçabilité, elles arrivent avec ces sujets numériques en santé, mais avant, c'était le petit coup de fil qui valait bien, ou le petit post-it posé sur le bureau du médecin pour dire que j'avais vacciné un tel ou un tel, mais on ne peut plus être à ça. On ne peut plus être à ça parce qu'il y a un niveau d'exigence de par les institutions qui financent, et un niveau d'exigence patient qui est normal, parce que lui, ce qu'il veut, c'est la bonne réponse au bon moment, et en plus de qualité. La fédération va faire quoi? Elle va, comme je disais, sur les 3 axes sur lesquels on va se pencher, c'est, après le Tour de France qui a eu lieu là au printemps dernier, c'est d'aller voir les zones où il y a des difficultés. Comprendre l'écosystème des difficultés et proposer à ces zones, non pas d'arriver avec un discours descendant, mais de leur essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et l'idée qu'on pourrait faire, et sur lequel le Centre Val-de-Loire s'est appuyé, c'est de structurer, de travailler sur les CPTS qui existent, on en parlait tout à l'heure, juste avant que la table ronde démarre, et travailler peut-être avec des géographes de la santé qui pourraient analyser finalement les parcours de patients au sein même de ces différents territoires et de comprendre s'il n'y a pas moyen ou de raccrocher un territoire déjà existant structuré, ou finalement d'en créer un à part entière, mais du coup avec une logique
de rapprochement avec un hôpital de proximité, avec des choses qui existent déjà sur le terrain. Le deuxième axe en interne, c'est nous augmenter nos RH, puisqu'aujourd'hui on est à 3 salariés, ce serait au moins de les doubler, pour apporter une réponse la plus fluide qui soit en fonction des besoins, des demandes du terrain qui remontent. Et ça c'est important pour nous sur les axes que sont, on en parlait tout à l'heure, les soins non programmés avec les sujets du SAS, l'organisation sur la santé mentale et tous les sujets de santé environnementale. Et le troisième et dernier axe, c'est l'acculturation et la formation. La fédération a porté avec la Haute École de Santé Publique ces sujets de formation auprès des coordinateurs pour que finalement leur capacité à structurer, à lire un langage administratif qui n'est pas toujours des plus compréhensifs, nous apporte aussi un appui, nous, à soignants, puisque c'est quelque chose qu'on fait en plus de nos activités au quotidien. Et là, en fait, on est sur ce sujet de formation, ce qu'on appelle les dirigeants ou les porteurs de projets, quelque chose qui soit à tiroir avec une formation, une colonne vertébrale qui soit généraliste sur l'écosystème, la CPTS, la compréhension de l'articulation interne, et de manière un peu plus fine avec des tiroirs sur les sujets RH, les sujets de responsabilité juridique, les sujets d'articulation avec les autres dispositifs. C'est quoi le paysage des CPTS d'ici 5 à 10 ans? Parce qu'il faut savoir que là, on renverse la table pour les 20 prochaines années, et que l'articulation qui était très hospitalo-centrée jusqu'à aujourd'hui bascule justement vers une organisation de ville où le lieu de soins sera la ville et le lieu de passage sera l'hôpital. Et c'est ça qu'il faut vraiment avoir conscience, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes une profession prescrite, et je suis bien placé pour savoir en tant qu'infirmier, c'est que ces sujets où l'hôpital finalement ordonne et les autres disposent, ça va s'articuler différemment, parce que la CPTS, on travaille sur des parcours de l'amont, on travaille sur des parcours mutualisés avec les structures, et on travaille aussi sur la vague. Ce qui est très nouveau pour nous, et c'est là où il y a la difficulté de l'écosystème, c'est travailler avec le social et le médico-social, qui n'ont pas parfois les mêmes temporalités et le même langage en termes de rapidité des actions. Donc la fédération a pour but finalement, d'avoir un portage de la parole des professionnels de santé libéraux, mais pas que, à l'échelle nationale auprès de tous les décideurs politiques, quels qu'ils soient, pour vraiment ancrer définitivement la CPTS dans le paysage organisationnel du soin, et de la santé plus largement avec tous les sujets de l'environnement. Et deuxième positionnement essentiel, c'est acculturer l'ensemble des professionnels en tout point du territoire pour que justement il y ait ces rapprochements à la CPTS, parce qu'aujourd'hui, on est à peu près sur un tiers de professionnels engagés, un tiers qui se questionne et qui nous demande ce qu'il en est, et un tiers qui pour l'instant ne veut pas en entendre parler. Et la vraie pierre angulaire, et tu le sais, et encore merci de faire partie du conseil d'administration de la fédération, c'est quelle est cette pierre angulaire de la santé environnementale, de la place dans les soins non programmés de la biologie, parce que vraiment sur les sujets de soins non programmés, on le voit, c'est du 7 sur 7, du 24 heures sur 24. Les sorties hospitalières en ambulatoire au jour d'aujourd'hui, c'est 1,4 patients par jour et par lit. On va passer à 2,7 patients par jour et par lit. Donc il y a vraiment une fluidité des besoins en santé qui sont colossaux, des sorties de plus en plus tard, des rendus de résultats de plus en plus pressés. Donc on a besoin de cette levée de doute, et je pense que le biologiste au plus proche des territoires, avec la délocalisation ou avec la mutualisation des ressources CPTS, feront que la réponse, à la fois pour vous et pour l'ensemble des professionnels environnement, sont essentielles, parce que vous êtes sur le diagnostic. Le médecin, certes, il est prescripteur, mais s'il fait appel à un biologiste, c'est quand même qu'il a vraiment besoin d'un rendu de résultat pour lui, savoir s'il y a des orientations telles ou telles qu'elles soient. Donc voilà un petit peu le schéma global. Marie-Ansel, un petit mot par rapport à cela. Est-ce que tu penses que, avec ce que décrit David, avec les perspectives que l'on a, comment on peut embarquer le reste de nos collègues? Est-ce que toi déjà sur ta zone tu as une expérience, mais je suppose qu'il n'y a pas que ta zone, tu as des collègues à côté, peut-être d'autres CPTS, où c'est peut-être pas forcément la même chose. Est-ce que tu penses que tu arriveras à convaincre les biologistes de rentrer? Déjà sur ma zone, j'ai réussi à convaincre 4, mais c'est du même groupe. Donc voilà. Mais en fait, on travaille beaucoup avec les hôpitaux Confluence, l'intercommunal de Créteil, l'intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, l'hôpital Henri Mondor. Enfin, on a des projets lancés avec l'IGR, avec tous les hôpitaux du coin. On a un staff ville-hôpital tous les mois avec Villeneuve-Saint-Georges. On est en relation avec l'infectiologie. On a une astreinte d'infectiologie à Villeneuve-Saint-Georges. Ça nous aide à accompagner les médecins traitants lorsqu'on a un HIV positif, par exemple. On ne sait pas comment faire. Et ben, déjà, on oriente vers
vers un collègue médecin qui peut prendre un patient qui est errant. Et on gère avec lui la prise en charge par l'astreinte pour la mise en place de la déclaration à l'ARS et la mise en place de la trithérapie le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un point positif. En fait, on raccourcit les délais de prise en charge des patients. Donc c'est un plus pour les patients. Par ailleurs, c'est vrai qu'on est 3 membres fondateurs, donc le docteur André Tardieu qui est un généraliste, le docteur Ravanel qui est un pharmacien d'officine et moi biologiste. Donc on est très en lien également avec les infirmiers libéraux du secteur, avec qui on travaille vraiment la main dans la main. Et c'est vrai que tout ça, c'est un maillage qui est vraiment très 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 précieux. Voilà, donc voilà. Reste à convaincre les autres. Oui, mais enfin bon, on a quand même maintenant un passé qu'on peut un historique et qui est dans l'activité et dans l'action. Parce que nous, on a démarré nos actions avant de signer nos ACI. Donc voilà. Frédéric, pareil. Timo, toi, tu es plus jeune dans le système. Est-ce que tu penses que tous tes confrères sont motivés comme toi? Alors moi, je pense qu'effectivement, la difficulté vient pas forcément des biologistes. Les biologistes sont motivés, mais on doit être dans les 2 tiers hésitants et des autres professionnels et ceux qui ne veulent pas faire partie, parce qu'effectivement, là où je rejoins tout à fait mon collègue, c'est que nous, dans notre région, l'ARS fait peur, les structures institutionnelles font peur et les libéraux ont vraiment envie de rester. Nous, on n'a pas cette culture-là, puisqu'on a toujours fonctionné comme ça avec les autres. Donc, je pense qu'effectivement, on dit toujours on draine les autres. Donc si on arrive à fédérer et maintenir la dynamique qui s'est mise en place, on va, je pense, j'en suis sûre, même dans quelques temps, alors ça va mettre du temps, hein, j'ai entendu des échéances 2007, 2000, ça a été long, mais on arrivera, effectivement, il y a des lettres d'intention qui ont été déposées. On a aussi, nous, un gros problème, c'est qu'on est limitrophe entre 2 régions. Ça ne facilite pas effectivement cette mise en place. Orienter les patients, on change de région, ou bien souvent on franchit un pont mais on change de région, donc c'est pas facile de se dire à ce moment-là il y a une autre CPTS. Donc c'est toute la difficulté effectivement de la coordination et ça, peut-être qu'effectivement on aura besoin d'aide pour arriver à fédérer. Vous avez raison, parce qu'en fait, ce qu'on essaie de faire comprendre en plus aux institutionnels, et quand vous parlez de changement de région, on est sur des sujets en fait de frontières administratives où ça nous dépasse, parce que l'intérêt est commun, l'intérêt est le même, la feuille de route est donnée, on a un cadre. Quand bien même dans le cadre, j'ai envie de dire, on a une forme de certaine liberté, et comme tu l'expliquais François, en fait les CPTS, ça va pas à pas, certaines sont plus avancées, d'autres moins, il y a un historique. Et la vraie difficulté, c'est quand on est comme ça à cheval. Je pense à une CPTS de Bretagne qui est à cheval sur 3, bientôt des départements différents, des régions. C'est très difficile parce qu'en fait, vous envoyez finalement 3 projets de santé, vous faites comment? C'est là où la fédération, ou ces fédérations régionales, départementales ou nationales peuvent porter ces sujets-là auprès des institutionnels qui parfois ont du mal à comprendre quelle est la difficulté au travers de ces projets. Et juste un sujet sur lequel j'ai pas cité tout à l'heure, c'est que nous, on va descendre, entre guillemets, d'une dynamique aussi qui est nationale, mais on va porter ce sujet-là en régional et en départemental, parce qu'on voit bien avec tous les nouveaux sujets qui arrivent demain, c'est l'organisation des soins et les dispositifs d'appui à la coordination échelle départementale, le SAS échelle départementale, tous les services de l'autonomie échelle départementale, et c'est là où on a le cœur après des décisions politiques. Et en effet, votre positionnement il est très important, vous l'avez souligné, et c'est là où il faut embarquer les collègues, parce que j'ai envie de dire, honnêtement, d'ici 3 ans, il sera trop tard. Richard, tu peux compléter? Oui. Alors n'oubliez pas qu'au niveau régional, au niveau local, bon, vous n'êtes pas toujours attendu, qu'il y a des structures avec lesquelles il faut savoir travailler et discuter. Bon, ensuite, moi je voudrais dire, on a abordé un peu la CPTS d'un point de vue un peu institutionnel, voilà, et moi le premier, je l'ai abordé comme ça, mais bon, je me suis quand même dit à un moment que c'était pas le tout d'être président du RPS et de faire le guichet, etc. Il fallait peut-être mouiller sa chemise
Et donc, j'ai créé ma propre... non, je n'ai pas créé ma propre CPTS, j'ai présidé à la création de ma propre CPTS. Et je dois vous dire d'abord une chose, je pense que vous devez ressortir de cette salle avec je pense, cette idée, c'est que la CPTS, c'est d'abord un plaisir. C'est un plaisir, c'est le plaisir de travailler avec ses confrères. Moi, j'ai créé, donc, nous avons créé notre CPTS autour de Toulouse, là, et j'ai exercé quelquefois pendant 25 ans dans ce secteur, je dirais, sans trop sortir de mon labo, hein, et finalement, j'ai rencontré à la CPTS des gens que je n'avais eu que par téléphone. Voilà, c'était la première fois en 25 ans où je les voyais physiquement, hein, parce que bon, nous on est en ville, hein, donc c'est un peu plus compliqué qu'en rural. Donc je les voyais, où on a passé des soirées ensemble, on a discuté ensemble, où on s'est aperçu qu'il y avait des projets communs, des volontés communes, où finalement on n'était pas qu'une voix anonyme au téléphone, etc. Donc la CPTS, au-delà, et je pense que c'est d'ailleurs sa réussite, et c'est pour ça qu'à mon avis, la réussite des CPTS est inéluctable, c'est d'abord un projet humain. C'est un projet humain, et ça doit l'être, et ça ne réussit que si ça l'était. Alors après, on sait tous que les projets humains, ça va, ça vient, c'est pas toujours si facile, mais travailler dans une CPTS, c'est un véritable plaisir, parce que ça nous fait... Et je pense que pour les jeunes pour les biologistes qui exercent, on se demande souvent aujourd'hui quel est le métier du biologiste dans un site pré-poste. D'un chien, là, je veux dire... vous l'avez, le métier. Le métier, c'est quoi? C'est justement de faire votre métier de biologiste, de dialoguer avec non seulement les patients, mais aussi vos autres confrères, et monter des projets de santé publique, des projets... Voilà, c'est là le cœur de notre métier. David, vas-y. Oui, je reprends mes propos s'ils ont été mal compris. L'objectif de la fédération, c'est pas d'écraser CSPO en région ou en département, et je l'ai dit au départ, de mutualiser avec les forces vives que vous représentez, puisqu'on travaille en Pays de la Loire où je suis, c'est un inter-ERPS, Agora Libre en Nouvelle-Aquitaine, le guichet CPTS, puisque le vice-président actuel, Nicolas Homer, a fait rentrer les discussions entre la FED. L'objectif pour nous, c'est de s'appuyer sur les acteurs et la dynamique qui existe pour justement régionaliser la parole. Là où j'insiste sur ce que tu disais, c'est extrêmement important, notamment sur l'attractivité des territoires. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mutualiser à l'échelle d'une TPTS sur les 2 ou 3 logements qui sont faits pour les étudiants en médecine, en biologie ou que sais-je, parce que c'est des demandes ça. Quand on veut attirer des jeunes étudiants pour les stages ou autres, c'est la CPTS qui permet parfois de mutualiser avec les élus locaux, qui vont mettre à disposition finalement des logements et qui vont permettre à l'étudiant in situ de venir se rendre compte de ce qu'est le travail à tel ou tel département ou dans telle ou telle région, parce qu'il n'y a pas que les grandes villes. Et que les labos, ce n'est pas que des grandes villes, mais en tout état de cause, ces sujets d'attractivité aussi sont le jeu des CPTS. Un petit mot de conclusion, parce qu'on arrive à 2 minutes de la fin, David. On va te la laisser quand même. Moi, je n'aurais pas la lourde tâche de conclure, il faut passer la parole aux collègues. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut positiver le discours, il faut plutôt être maître de son destin, et les institutionnels ont permis aux professionnels de santé libéraux et les professionnels de santé au sens large de se saisir de leur projet de santé, de faire des propositions, d'être novateurs dans les protocoles, qu'ils soient de délégation, d'articulation. L'échelle de la biologie, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire n'ayez pas peur, ayez l'envie d'y aller, portez la bonne parole et surtout de se dire, si on y va, on maîtrise nous-mêmes le changement au cœur et on ne subit pas ce qui pourrait faire peur de la part des ARS ou des institutions quelles qu'elles soient. Madame, un dernier mot. Frédéric. Je pense que c'est effectivement la notion d'équipe qui prend le pas sur tous ces CPTS, MSP, voilà, c'est beaucoup de mots, mais l'équipe est là, et la volonté d'aller justement en équipe et de continuer à être fédéré, ça c'est ce qui permettra d'avancer. Marie-Agnès? Je suis entièrement d'accord, donc en fait c'est créer du lien surtout, créer de l'amitié, l'envie de travailler ensemble. Et tout le monde y gagne, le patient comme les professionnels de santé, parce que c'est du bien-être dans le travail. Moi, je voudrais remercier David. Parce que depuis, j'ai renouvelé le mandat
et j'étais le seul biologiste présent au départ, Jean-Louis était là, et puis après je l'ai remplacé. Il a cette qualité d'écoute et en tout cas d'équipe, et vraiment il le fait avec une sérénité pour essayer de faire avancer les projets en tenant compte évidemment des avis des uns et des autres, mais j'ai trouvé un homme remarquable pour ça, je peux le dire, alors il a le droit de se boucher les oreilles, mais en tout cas il le fait avec une volonté de faire avancer tous les dossiers et dans l'optique de tous les professionnels de santé. C'est pas pour lui-même, c'est vraiment pour faire avancer l'ensemble du secteur libéral et qu'on soit vraiment, comme il le dit demain, un interlocuteur majeur dans le soin par rapport à l'hospitalisation, et c'est vraiment très important. Donc je tiens vraiment à le remercier aujourd'hui devant tout le monde de sa présence et de son intervention et de tout ce qu'il va faire pour nous dans les mois qui vont venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Gérard, tu voulais dire un petit mot? Très rapidement. Professeur Jean-Gérard Gobert, président, ex-président du syndicat des hospitaliers universitaires. Où en est l'intégration des hospitaliers dans les CPTS? Alors en fait, l'hôpital a vu la CPTS comme un objet concurrentiel de sa volonté de déploiement des équipes mobiles, de l'aller vers en ville. On a l'impression que la CPTS est concurrentielle des HAD alors qu'il faut intégrer les HAD dedans. Pour moi, en fait, la bonne échelle de la CPTS pour démarrer les discussions, qu'elles soient apaisées et constructives, c'est l'échelle de l'hôpital de proximité. Pourquoi? La labellisation des hôpitaux locaux, ex-hôpitaux locaux en hôpitaux de proximité, c'est 7 à 800 projets d'hôpitaux de proximité labellisés. Vous voyez que les CPTS, on en est à 800, on arrivera peut-être à 900 ou 1000 maximum. Grosso modo, il y a une structure hospitalière par CPTS, et c'est ce qui fait qu'on pourra travailler, mutualiser, parcours patient. Moi, j'étais dans une zone de désertification médicale, dans le sud-ouest mayennais, où on s'est pris plein de fouet il y a 12 ans, le départ de 3 médecins, de tous les kinés, et on s'est dit, si on ne se retrousse pas les manches, on mutualise avec la structure hospitalière. Ils font partie de notre conseil d'administration, on mutualise les ressources sur l'infirmière en pratique avancée, le plateau technique des kinés, il est au sein de l'hôpital, comme ça le kiné, ou les kinés maintenant, s'il y en a 3, font 2 jours pour la structure, 3 jours en libéral, et puis. Et à mon avis, la bonne échelle, puisqu'on est sur une échelle parcours patient, on parle territoire, la bonne échelle, c'est l'hôpital de proximité. Par contre, l'échelle des grosses structures type CHU ou CH généraux, c'est tous les sujets de l'organisation, de la prospective, de se dire comment on s'articule sur les sujets du SAS, sur les sujets de l'organisation des soins au sens large, à l'échelle départementale, parce qu'une sortie hospitalière, qu'elle soit au nord ou au sud du département, globalement on a tous les mêmes besoins, on n'a pas envie que le patient sorte à 20h un vendredi soir, on a envie d'avoir l'ordonnance de manière anticipée la veille de sa sortie, parce que s'il sort, c'est qu'il est stabilisé, donc pourquoi il sortirait avec son ordonnance sous le bras? Peut-être si elle était envoyée la veille, déjà on pourrait faire de manière plus vertueuse un choix dans le tri et les boîtes, mais il y a tout ça, et ça il faut que l'hôpital le comprenne. Et au travers de cette échelle, les hôpitaux de proximité, pour moi, c'est la bonne entrée en matière, et on pourra convaincre ensuite sur l'organisation plus généraliste à l'échelle départementale les grosses structures de l'intérêt des CPTS. Le processus a démarré, quoi. Le processus a démarré. Tout à fait. D'accord. Merci.